Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Charles Saliba-Couture, copywriter pour des causes sociales. Avec plus de 12 ans d'expérience dans le milieu de la solidarité internationale et une réelle passion pour les mots qui font une différence, Charles vient nous partager ses connaissances et son expertise unique. Avec son entreprise Les mots pour la cause, il accompagne des organismes à mieux communiquer de manière persuasive et à adopter fièrement l'écriture inclusive. J'ai envie qu'on jase ensemble de copywriting, oui, mais également de comment les concepts derrière nous aident à devenir de meilleurs solopreneurs. Autrement dit, comment les compétences en copywriting peuvent être transposées dans notre propre développement entrepreneurial. Donc, officiellement, bienvenue Charles! Merci Mélanie. Merci de m'accorder ton temps pour parler de cause sociale, un sujet que j'ai jamais abordé sur le podcast. Fait que je suis super contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Ben, moi aussi, merci de l'invitation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'ai envie qu'on commence, en fait, pour apprendre à te connaître davantage. Si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, j'ai parlé de 12 ans d'expérience dans le domaine, justement, des causes sociales au niveau international. C'est quoi un peu ton background par rapport à tout ça? Puis qu'est-ce qui t'a mené surtout à avoir fondé ton entreprise? Ben, en fait, j'ai fondé mon entreprise en 2020. Je me suis lancé en 2020, puis c'était vraiment le classique là, durant la pandémie. Là. La pandémie venait juste de Ouais. commencer, puis je me suis lancé, comme plusieurs aussi à ce moment-là. Puis avant ça, je travaillais dans le milieu de la coopération internationale au sens large. Donc, c'était pas. Il y avait, oui, des ONG, des organismes à but non lucratif, des organismes de défense des droits humains, mais il y avait aussi des organismes gouvernementaux. J'ai travaillé aussi pour des centres de recherche, tout ça, donc ça a pas mal varié. Euh, et en me lançant à mon compte en 2020, comment dire, j'ai réfléchi à deux choses. Tu sais, je me suis lancé à mon compte d'abord en réaction à, tu sais, en réaction OK. à ce que j'avais vécu avant. Donc, c'était de me dire, qu'est-ce que je veux garder avec moi? Qu'est-ce que je veux transporter avec moi dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce que je veux mettre de côté? Tu sais? Donc, j'avais aussi, j'ai fait des choix, donc, entre autres, de pouvoir, comment je dirais ça? Tu sais, je pense qu'à la base, comme plusieurs me lançaient à mon compte, c'était d'abord de choisir un mode de vie. Tu sais, il y avait quelque chose que je voulais maintenir avec moi, euh, que je voulais avoir, qui était bon, oui, un équilibre, etc. Plusieurs choses que je recherche encore aujourd'hui, là. Ouais, c'est pas tant facile, cette portion-là. Non, cette portion n'est pas aussi facile. Mais il Non. y a une chose qui était simple pour moi, ou en tout cas évidente, c'est que je savais que je voulais travailler dans le monde des causes. C'est ça, ça Mhm. demeurait autant avant de me lancer à mon compte que par après. Je voulais que ça c'était un des éléments que je voulais garder, avant même de savoir exactement qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais offrir comme service, tu sais. Donc ça, c'était clair et net pour moi. Donc, euh, et c'est la partie, je disais, donc c'est ça, c'était quand je dis en réaction à, c'est peut-être en réaction à certaines expériences passées un peu moins plaisantes dans le monde du salariat. Mais c'est aussi de réfléchir à pourquoi je me suis lancé, tu sais, le pour, là, pas juste en réaction, mais aussi pour faire quoi, pour Mhm. apporter quoi. Puis là, c'était de se dire, OK, tu sais, j'aimerais ça, pouvoir continuer à œuvrer dans le monde des causes, puis continuer à faire une différence. Puis j'ai choisi de le faire à travers les mots. Tu sais. Puis quand je dis faire une différence de façon très modeste aussi, là, ça, j'en suis très conscient qu'on n'est pas en train de changer le monde non plus au grand complet, mais de voir comment, à travers mes services, je pourrais faire une petite différence. Puis, c'est ça, j'ai choisi en fait l'écriture là, comme médium. Est-ce que c'était déjà ça que tu faisais avant dans ton expérience de salariat ou t'étais complètement ailleurs? Ça variait entre les coms puis la gestion de projet. Tu sais, mon parcours OK. oscillait beaucoup entre les communications et la gestion de projet, mais oui, la rédaction était comme quand même une ligne directrice à travers tout ça, là. OK. Puis Mais le c'était copywriting s'est inscrit naturellement au moment de devenir entrepreneur ou c'était déjà quelque chose que tu avais tu sais, appris puis mais ouais, en intégré? fait, non, c'est ça, quand je me suis, c'est une bonne question parce que quand je me suis lancé à mon compte, j'offrais en fait des services de manière assez large. J'offrais des services de rédaction, mais aussi de traduction et de OK. révision. Donc, c'était quand même assez large. Ça a duré comme ça quelques mois. Puis ensuite, j'ai décidé assez rapidement de me spécialiser dans un certain type de rédaction qui était la rédaction persuasive ou le copywriting. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi ce type-là de rédaction, c'est que
c'était, selon moi, là, la rédaction qui fitait le mieux avec l'objectif que je m'étais donné, qui était de faire une différence avec les mots. Puis vu que Hmm. la rédaction persuasive, par nature, son objectif, c'est d'inciter, d'encourager les personnes à faire une action et donc d'avoir un impact. Je trouvais que ça fitait bien donc avec mon objectif qui était d'avoir un impact avec les mots. Tu sais. Ouais. Donc ça m'apparaissait être un lien assez naturel. Puis à ce moment-là, j'ai mis de côté des services autres qui n'étaient pas de la rédaction, qui étaient par exemple traduction, révision. Puis au niveau de la rédaction, j'ai vraiment précisé ça en faisant pas juste de la rédaction web au sens large, mais vraiment de la rédaction persuasive du copywriting donc, en anglais. Ouais, c'est important parce qu'on on parle beaucoup du copywriting dans l'objectif de vendre, puis dans un objectif très mercantile pour des business, mais effectivement, le principe derrière de vouloir encourager un mouvement, une action, puis mobiliser, ça se prête super bien aux causes, là. Fait que c'est très, ouais, très aligné. Ouais, puis en fait, je te dirais, tu sais, sur mon site, il y a une des choses que je dis, c'est le copywriting, ce n'est pas juste pour vendre des affaires, tu sais. Puis j'en Mm. avais fait un post, puis ça avait fait un peu un débat par rapport à ça, parce qu'il y en avait qui disaient, ah oui, on est d'accord, d'autres qui n'étaient pas d'accord. Bon, c'est bien correct aussi, mais ce que je remarquais, c'est qu'il y en a plusieurs qui me disaient, on n'est pas d'accord parce que tu joues sur les mots. Tu sais, vendre, les personnes qui n'étaient pas d'accord me disaient, mais c'est parce que vendre, c'est un synonyme de persuader, tu sais. Donc, l'utilisait comme un synonyme. Puis en fait, moi j'essaie euh, de quand même créer une distinction entre persuader et vendre parce que la persuasion, c'est de mener à une action. Tu sais, c'est ça l'objectif, c'est de Mm. persuader avec nos mots pour faire une action précise. Cette action, c'est pas juste de vendre, ça peut être aussi, par exemple, de faire un don. Donc, je trouve ça plus large d'utiliser le terme, par exemple, persuader que vendre, parce que Mm. selon moi, c'est ce qui est à la base du copywriting. C'est pas la vente, c'est la persuasion. La vente, c'est une action parmi tant d'autres qui peuvent être accomplies à travers cette persuasion-là. Tu sais. Donc, il y en a qui vont me dire, bon, OK, tu sais, t'es un peu en train comme je disais, là, de jouer sur les mots, mais en même temps, je ferais pas ma job si je considérais que les mots étaient pas importants, mettons. Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Ouais, ben, en fait, c'est ça, ça peut être de persuader, à la limite, d'aller participer à une manifestation, tu sais, de se mobiliser, de faire quelque chose. Donc, Ouais, je pense, exactement. ouais. Ben, en même temps, il y a des gens qui diraient, oui, mais on vend des idées, mais c'est vrai que le mot vendre, c'est peut-être, on persuade, ouais, Ben, je même, suis je te d'accord. dirais, même pour moi, d'utiliser le mot vendre dans le monde des causes sociales, c'est de dire vendre une cause, chose que j'ai déjà entendue aussi ici et là sur les réseaux sociaux. Je sais que les organisations, OBNL, les fondations avec lesquelles je travaillais, si j'utilisais l'expression vendre votre cause, ça plairait Ils seraient vraiment pas à pas, là. l'aise. Ah non, 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 ça plairait pas du tout, du Ouais, tout. Fait que, il y a ouais, aussi ça, là, dans le sens que si on voit que ça plaît pas, à ce point-là, ça veut dire que, ah, ben, il y a une différence, en fait, entre persuader et vendre. Tu sais, il y a ouais. vraiment une différence. Si ça plaît pas à ce point-là, par exemple, à ma clientèle, c'est qu'il y a quand même des distinctions, tu sais. Euh, donc voilà. Ouais, je comprends parfaitement. Puis, tu sais, quand on a préparé l'entrevue, quand on a discuté de quoi on pourrait vraiment parler pour l'épisode, tu m'as tout de suite amené l'idée de certains principes de copywriting qui peuvent être transposés euh, dans notre réalité de solopreneur. Puis là, j'étais comme, oh, c'est intéressant. Et j'ai gardé le suspense. Tu m'en as pas parlé avant. Puis là, j'ai comme le goût que tu commences avec ça parce qu'effectivement, c'est un milieu qui peut sembler très, très loin du monde du soloprenariat. Fait que t'as vraiment piqué ma curiosité. Puis là, j'ai le goût d'entendre quels sont ces principes-là qu'on peut transposer. Ben, je te dirais, tu sais, que c'est vraiment une réflexion qui est tout récente, là. C'est quelque chose que j'ai eu pendant le temps des fêtes. J'ai commencé à faire des liens entre certains principes de copywriting, puis comment ils ont pu me servir de manière plus large, tu sais, dans le développement de mon entreprise, dans mon développement comme solopreneur, tu sais, comme freelance. Euh, puis, ben c'est ça, tu sais, je pense que je les ai transposés, peut-être, ces principes-là, sans trop m'en rendre compte. Puis je me rends compte que en continuant d'avancer, en allant de l'avant, j'aimerais ça faire cette transposition de manière un peu plus consciente. Tu sais. Pour donner quelques exemples, là, tu sais, mettons en copywriting, on va parler, puis même en marketing en général, là, on va parler comme quoi la spécificité vend ou la spécificité contribue à la persuasion, là, si on veut pas utiliser le terme vente. Euh,
C'est un principe qui est quand même très, très connu, qui est très répandu, là, tu sais, on révolutionne pas le monde avec ça. Un exemple, c'est par exemple, un exemple, c'est par exemple. Un exemple, c'est de dire, mettons, abonnez-vous à mon infolette pour recevoir plusieurs trucs de copywriting, mettons. C'est ça, c'est un Mhm. exemple 1. C'est pas assez spécifique pour que ce soit très convaincant. Si on veut le rendre un peu plus spécifique, on pourrait dire abonnez-vous à mon infolette pour recevoir, mettons, 12 trucs de copywriting. Puis même, on pourrait rajouter ensuite, c'est quoi les bénéfices en s'abonnant, puis c'est quoi que ces trucs-là vont nous apporter, etc. C'est une autre histoire. Mais juste le fait de nommer un chiffre, déjà, cette spécificité-là contribue à la persuasion. Bon, C'est plusieurs plus personnes concret. connaissent ce principe-là en copywriting. Puis, ce que je me rends compte aussi, c'est que ce principe-là de la spécificité s'applique aussi euh, comme solopreneur, comme freelance. J'utilise les termes un peu de façon interchangeable, même si je sais qu'il y en a qui font des différences entre les deux termes. Euh, Puis je pense que, tu sais, c'est entre autres, tu sais, je pensais à mon parcours, puis je me disais, cette spécificité, on peut la comprendre entre autres en termes de se nicher. Tu sais, puis il y a tout un débat à savoir est-ce qu'il faut se nicher, pas se nicher, se surnicher, etc. Bon, ça, on pourrait en parler très, très longuement. Mais je pense que, de manière générale, à un moment donné ou à un autre dans notre parcours, on est amené à être spécifique sans utiliser le terme se nicher, mais à être spécifique dans ce Mhm. qu'on offre. Je pense que c'est un élément essentiel, à mon avis, pour se positionner, tu sais, euh, pour être reconnu dans un domaine d'expertise précis. Je pense que la spécificité est importante. Puis, plusieurs personnes pourraient dire, ah, mais tu sais, pourquoi se limiter à une niche? Puis justement, c'est là où je suis pas nécessairement, je suis d'accord avec le fait qu'on doit pas se limiter à une niche, dans le sens où je te disais tout à l'heure, Mélanie, que quand je me suis lancé, j'ai ratissé très large, là, traduction, Ouais. révision, rédaction. C'est l'inverse de se nicher, là. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment très large au niveau de ce que j'offrais. Puis si c'était à refaire, je le ferais exactement de la même manière, tu sais. C'était là Euh, où j'allais, ouais, dans ma tête. On Parce que fait ça tout m'a ça. apporté Ouais. beaucoup. Ça m'a permis d'explorer, de découvrir plein de choses. Puis ensuite, je me suis spécifié, si on va dire ça de même. J'ai Mm. précisé mon offre, pour le dire autrement. Euh, Puis peut-être que ça veut pas dire qu'après, je ne veux pas vouloir ratisser plus large à un autre moment, dans le sens où si à un moment donné, je deviens comme très, très reconnu dans un milieu ou sur un service en particulier, après, je vais pouvoir me permettre d'offrir d'autres services qui sont un petit peu qui gravitent autour parce que mes clients vont pouvoir se dire, hey, on a aimé Charles pour tel service, ben là, Charles offre aussi tel autre service, ben, on va aller de l'avant, tu sais, même si c'est quelque chose pour lequel je suis pas nécessairement reconnu. Ça pour dire, je pense, à un moment donné ou à un autre, c'est ça qui est important, là, à un moment donné ou à un autre, on est amené, je pense, à préciser son offre. Puis je le vois que moi, à partir du moment où j'ai fait cet exercice-là, de préciser autant à qui je m'adresse, les services que j'offre, les types de formats aussi en copywriting que j'offre, parce que je ne fais pas tous les formats en copywriting, ben, je vois que ça a vraiment contribué à mon positionnement, tu sais, puis à ce que mon nom circule. Fait que ça, c'est Ouais. un exemple. Un autre exemple, je te dirais, d'un principe de copywriting qui se transpose bien, je pense, au monde du soloprenariat. Euh, Ben, deux autres peut-être de façon vraiment beaucoup plus rapide. Le premier, c'est, on va souvent dire en persuasion, en rédaction persuasive, une action. C'est de vraiment se concentrer sur une action, un appel à l'action dans nos textes ou quoi que ce soit. Donc, c'est un principe à la base de la persuasion parce que sinon on crée de la confusion s'il y a plusieurs Mm. appels à l'action qui peuvent des fois être contradictoires. Ça nous demande un effort psychologique de faire un choix, etc. Puis je le vois que cette année, parce que je le faisais pas tant avant, mais cette année, j'ai décidé de me donner juste une action précise dans l'année. Tu sais, à l'heure où tout le monde parlait de leur résolution puis de leurs objectifs, tout ça, je me suis dit, c'est quoi l'action, une seule, que je veux poser pour que je considère que mon année soit réussie sur le plan professionnel, je parle. Donc, c'est une action très précise. Ça veut pas dire que je vais pas en faire d'autres, mais je me suis donné une seule action pour ne pas pouvoir, d'être vraiment focus, et de pas me perdre. Mhm. Parce que je remarque que dès que j'en mets genre 3, 4, 5,
puis avec des indicateurs, puis des plans d'action, chacun des objectifs, et je ne sais trop, là, je m'y perds un peu, tu sais. Puis après, c'est comme, c'est ça, tu sais, même en les priorisant, ça... Fait que j'ai décidé de vraiment de tester ça cette année. Puis C'est-tu l'action que je me précis comme action? Comme c'est-tu très défini ou c'est vraiment comme at large c'est très faire une défini. différence? Tu sais. Ouais, non, c'est très défini en fait. C'est l'action pour moi prioritaire cette année, c'est de lancer une formation en copywriting Très cool. d'ici l'automne. Tu sais, donc, je suis déjà en train de travailler là-dessus. Puis en décidant ça, j'ai déjà commencé à travailler là-dessus, même un petit peu avant 2024. Donc, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Euh, Fait que c'est ça, il y a ça. Puis la troisième chose, je te dirais, Mélanie, c'est tu sais, le fameux exercice de persona qui s'applique à tout marketing, puis entre autres, bon, au copywriting aussi, évidemment, tu sais, de vraiment bien connaître les désirs, les objections, etc., les peurs et autres du public, de la personne, des personnes à qui on s'adresse. Je me suis rendu compte que cet exercice-là de psychologie, de vraiment rentrer dans la tête et dans le cœur des personnes à qui on s'adresse, qu'on le faisait pas assez en tout cas, je vais parler pour moi, que moi, je le faisais pas assez euh, pour moi-même, tu sais, de OK? rentrer, c'est-à-dire dans ma tête, tu sais, dans ma tête, dans mon Hmm. cœur, puis que sans m'en rendre compte, ça a créé des désalignements dans les dernières années, ça a créé un épuisement, ça a créé toutes sortes de choses. C'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin de vraiment beaucoup plus plonger dans ma psychologie à moi. C'est de vraiment cet exercice-là, on n'arrête pas de dire, ah, pour que tes services parlent à ton audience, rentre dans la tête de ton Mhm. audience. Et moi, j'ai envie de dire, OK, mais renversons aussi la chose, puis disons-nous, pour que nos services nous parlent aussi à nous, assurons-nous aussi de Tellement. faire la réflexion, encore une fois, je vais parler pour moi, je veux m'assurer, moi, de faire la réflexion sur c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes Hmm. besoins, etc., mes intérêts. Fait que ça a l'air un peu b à bas, mais c'est une réflexion qui est un peu pas mal en cours de voir comment ces différents principes de copywriting peuvent s'appliquer. Puis j'ai suivi un accompagnement il y a plus d'un an avec Audriane Turcotte. Elle a un service qui s'appelle Design tes services. Puis je trouvais ça Oui. intéressant parce que son approche était beaucoup centrée là-dessus. C'était de designer tes services, pas juste pour que ça réponde aux besoins de ta clientèle, mais aussi pour que ça réponde à tes besoins. Puis je trouve qu'on n'en Hmm. parle pas assez de ça. Tu sais. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu sais, moi, je dis souvent, puis parce que j'ai beaucoup de petites clientes qui sont dans le domaine du développement personnel, puis je me rends compte à quel point les entrepreneurs pour qui c'est plus facile, puis je dis pas facile en termes de résultats, mais facile d'être aligné puis de se sentir bien dans son entreprise, puis de pas sentir que tu as comme créé quelque chose qui te correspond plus ou tu es désaligné. Mais c'est souvent ceux qui font ce travail-là sur eux-mêmes. Tu sais, comprendre qui tu es, c'est quoi que tu as besoin pour te sentir confiante. Tu sais, le meilleur exemple que j'ai, c'est quand on dit à des entrepreneurs comme message, ben, tu sais, il faut que tu lâches ton 9 à 5. Ou mettons, dans mon cas, à moi, tu sais, quelqu'un aurait dit, ben, toi, tu voudrais avoir des produits d'information ou des formations, des choses comme ça. Ben, vas-y all-in, tu sais, lâche tes mandats de gestion de projet marketing, puis tout ça, puis lance-toi. Ouais, mais c'est parce que moi, mon besoin de sécurité, là, il est important. Tu sais, dans l'équation, là, moi, j'ai réalisé avec le temps que c'est bien beau de dire j'y vais all-in, puis moi, j'ai besoin d'avoir une certaine forme de sécurité, puis si pour moi, je l'ai pas, ma créativité sera pas au rendez-vous parce que tu te maintiens dans un état de survie, tu sais. Fait que le lien, je trouve ça beau avec ce que tu me partages parce qu'effectivement, si tu te connais pas toi, c'est quoi tes peurs, c'est quoi ton besoin, tu sais, l'espèce d'équilibre entre sécurité et liberté, tu sais, comme tu l'as dit, Mhm. on se lance pour se sentir plus libre. Puis au final, parce que parfois on a trop besoin de sécurité, ou on a plus besoin, pas trop, mais des fois on peut se créer un modèle d'affaires et de service justement mal réfléchi, mal pensé, qui nous enferme dans quelque chose qui nous rend tout sauf libre, mais très sécuritaire. Tu sais? Ouais, c'est vrai. Tu sais, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, la liberté, euh, tu sais, j'avais beaucoup ce mot-là dans la bouche quand je me suis lancé à mon Ouais. compte. Tu sais, c'était beaucoup ce désir-là. Tu sais, tu me parlais de mes motivations quand je me suis lancé, puis je l'ai moins abordé, mais c'était euh,
quand je disais en réaction à, là, Mm. ce que je ne voulais plus, c'était entre autres de plus me faire imposer des règles, de plus me faire imposer des partenaires avec qui j'ai pas envie de travailler ou des tâches que j'ai pas envie de faire ou quoi que ce soit, tu sais, mais de vraiment, puis un horaire ou un lieu de travail, etc. Tu sais, on est plusieurs là-dedans, là. C'est Mm. le mot free dans freelance, je pense que c'est pas pour rien, tu sais, il y a comme vraiment Ouais. ce désir de liberté-là. Puis c'est vrai qu'il existe, tu sais, mais moi, dans mon cas, il a existé sur papier plus que en réalité, tu sais. Puis je me suis demandé, ben voyons donc, pourquoi? Tu sais, comment se fait-il que, alors que c'est moi qui décide mes propres règles, comment ça, j'ai pas pu créer des règles parce que je suis vraiment libre pour de vrai, là, tu sais. Évidemment, là, on s'entend, j'avais quand même une certaine flexibilité, liberté, là, c'est pas non plus que j'avais les mains attachées, mais Mm. je sentais quand même, j'étais comme, on dirait que ma liberté est quand même plus théorique que d'autres choses. Je pourrais aller Ouais. beaucoup plus loin dans cette liberté-là. Puis, tu parlais de, tu sais, comment trouver justement, de voir comment est-ce que des fois la sécurité peut nuire à la liberté. Puis, moi, ce que je me rendais compte, c'est à quel point j'aurais pas de liberté tant que j'ai pas d'équilibre, tu sais. Mm. Puis maintenant, j'ai moins le mot liberté dans la bouche aujourd'hui, j'ai plus le mot équilibre. Parce que je me rends compte que c'est une condition préalable à tellement de choses, y compris la liberté, mais aussi y compris la viabilité financière et autres de mon Ouais. entreprise. C'est euh, Mais l'équilibre, c'est dur à ouais, définir aussi comme ouais, concept parce que c'est c'est très, vrai. tu sais, justement, j'ai l'image de, tu sais, du funambule un peu, là, sur le, tu sais, la ligne de l'équilibre est très, très fine. Puis des C'est fois, vrai. on a besoin de vivre un déséquilibre pour, tu sais, je sais pas comment toi tu définis ce concept-là, là. On s'en va vraiment dans l'aspect très philosophique du concept. Ben, écoute, j'ai vu un post la semaine dernière, je me souviens plus c'est qui l'avait publié, mais ça commençait quelque chose en genre équilibre. J'arrête de te chercher, je suis plus capable, t'existes pas, t'es juste un mirage, Hmm. tu sais, j'en ai marre de te chercher, tu sais. Puis ça m'avait fait quand même quelque chose de lire ce post-là parce que j'avoue que j'ai déjà pensé ça, moi aussi. J'ai déjà pensé, ah, ça existe pas ce mot, cet Ouais. équilibre-là, tu sais, C'est un concept, ouais. c'est un mirage. En tout cas, des fois, ça m'apparaît, je dis pas que ça l'est, mais des fois, ça m'apparaît comme un mirage. Des fois, j'ai l'impression que c'est juste une quête qui est vouée à une éternelle insatisfaction qui est sans fin, tu sais. Mais je pense que même si c'est une quête sans fin, puis c'est un projet de vie, puis ça a différentes significations pour toutes et chacune, là, Hmm. euh, c'est quand même une quête que j'ai envie de mener, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, mais ce que toi, ça te permet aussi d'un point de vue personnel, comme sentiment d'accomplissement, de travailler avec des organismes qui ont une mission sociale. Ouais. Ça, j'imagine pour toi, c'est comme le moteur principal de tout ça. Dirais-tu ça, en fait? Oui, 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 c'est le moteur principal. C'est comme je te dis, avant même de savoir ce que j'allais faire comme service, c'était vraiment, je savais que je voulais baigner dans le monde des causes sociales. C'est comme pour moi, c'était ça qui était le plus important avant même de savoir exactement Hmm. qu'est-ce que j'allais faire. Euh, puis, oui, ça m'apporte beaucoup, tu sais, puis en même temps, je dirais, euh, tu sais, on dirait que quand on dit ça, c'est comment je dirais ça? Euh, Tu sais, on dirait que quand on dit ça, c'est comme si tout d'un coup on devenait genre Mère Teresa, là, parce qu'on disait ah mon Dieu, c'est quelque Ouais, chose de noble, puis t'as le cœur à c'est bonne vrai. place, tout ça. Puis tu sais, des fois, j'aime pas trop ça quand on transforme les personnes qui œuvrent dans le monde des causes sociales en héros, en héroïnes ou quoi que ce soit, parce que moi, en tout cas pour moi, c'est à la base, ça part d'un besoin. Ça part d'un besoin personnel que j'ai. Tu sais, c'est pas juste une question tu sais, moi, je le dis toujours, dans le monde des causes sociales, par exemple, pourquoi les personnes donnent une cause, c'est d'abord et avant tout par rapport à une expérience personnelle, à un besoin personnel, avant même d'être une raison altruiste, purement altruiste. OK, Tu sais. Ça, c'est ma vision des c'est choses. intéressant. Puis de toute façon, plusieurs études aussi corroborent aussi cette hypothèse-là. Mais la même chose s'applique dans le choix du milieu dans lequel j'œuvre à travers mon entreprise.
Je considère pas que c'est une vocation ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs un terme que je n'aime pas trop, parce que la Ouais, vocation sert souvent à justifier une dévalorisation, par exemple, entre autres monétaire, de ouais. toute personne et de tout service qui sont dans ce milieu-là. Donc, je On salue fuis le les mot infirmières, vocation. infirmiers du Québec. Tu sais, Exactement. genre, Tu sais. que c'était une Ouais, vocation exactement. d'ange gardien, là, tu sais, juste pour justifier que ils nous sauvaient un petit peu le derrière durant la pandémie, puis on voulait pas trop les augmenter après, là. Ouais. Ouais. Puis c'est des C'est- milieux, justement, généralement, on utilisait le terme vocation pour des milieux qui étaient à majorité, où est-ce qu'il y avait une grande majorité de femmes qui travaillaient aussi dans ces milieux-là. Puis c'est pas un hasard non plus, tu sais. Mhm. Euh, dans le sens que ça contribue à justifier de ne pas autant les payer que les hommes, tu sais, et de justifier cette inégalité-là. Euh, mais là, bon, c'est ça, on est parti dans tout un autre sujet, mais, mais pour répondre à ta question, À Mélanie, ton tu sais, besoin, ouais. moi, je ressentais le besoin de Mm. travailler dans le monde des cours sociales parce que moi, ça m'apportait de quoi? Ça m'apportait, moi, une valorisation dont j'avais besoin pour différentes raisons. Il y a aussi différents enjeux qui, moi, viennent me chercher particulièrement, comme par exemple les enjeux liés à l'inclusion. Et je Mhm. sais d'où ça part. Ça part, encore une fois, de mon expérience personnelle en tant qu'homme gay. Fait que, tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de mes choix qui partent évidemment de mon expérience personnelle, de mes besoins personnels. Et je ne crois pas que ce choix-là professionnel de travailler dans le monde des causes sociales soit une exception. Au contraire, je pense que ça fait juste confirmer la règle, autrement dit, là. Donc, Ouais. mais c'est ça, je prends beaucoup plaisir à travailler dans le monde des courses sociales, mais peut-être juste mentionner que puis j'ai cette réflexion cette année. J'ai été approché par plusieurs organisations qui portent des causes sociales qui sont, comment je dirais, où est-ce que tu sais, ça peut être un peu plus difficile à aborder et que ça peut être un peu plus difficile au niveau du moral. Tu sais. Puis ça, OK. je me suis fait poser la question des fois sur comment tu trouves de travailler dans le monde des causes sociales. Est-ce que des fois tu trouves que ça affecte ta santé mentale et tout ça? C'est vrai qu'il y a certaines causes, des fois, qui peuvent être vraiment beaucoup plus difficiles. Je pense C'est entre autres, par chargé. exemple, oui, c'est ça, une maladie incurable ou autre. C'est quand même d'entendre des histoires liées à ces causes-là, si je peux dire. C'est vraiment, euh, ça peut être assez difficile aussi. Ouais. Euh, donc je le mentionne parce que euh, c'est quand même aussi, parfois, ça peut être un défi de composer avec cette charge-là émotive dans le fait de travailler dans le monde des causes sociales. Ouais, non, j'imagine bien que ça doit pas être léger toujours, là, d'aborder des... Certaines thématiques sont, c'est comme tu l'as dit, sont plus chargées en émotions, puis ouais. Mais en même temps, je pense que t'as comme peut-être une, dirais-tu que t'as une valorisation plus importante parfois dans ce que tu Ben, reçois, ben, c'est pour ça, comme, je pense que c'est les deux côtés d'une même pièce, tu sais, dans le sens hmm, où si on sentait pas qu'on faisait autant une différence ou qu'on parlait vraiment d'enjeux vraiment très humains, très, ouais, tu sais, je pense que tu sais, même si c'est des histoires des fois qui sont difficiles ou des expériences difficiles, quoi que ce soit, c'est aussi ce qui fait qu'on se sent autant valorisé parce que on voit aussi l'impact de ces ouais, organisations-là avec lesquelles je collabore. Tu sais, moi, je le dis toujours, je veux dire, c'est pour ça que je te disais au début de façon très modeste, parce que je veux dire, euh, l'impact vraiment qui est fait, c'est pas, c'est vraiment c'est les organisations qui le font auprès des personnes avec qui elles œuvrent. Tu sais. Moi, je les accompagne là-dedans à travers la rédaction persuasive, à travers les mots, mais ouais, ça, tu sais, c'est un mandat quand même très précis, là. effectivement. Puis tu sais, là, j'aurais le goût qu'on aille justement explorer cet univers-là du copywriting pour des causes, tu sais, Mhm, j'ai envie en fait de te demander, c'est quoi la grande différence pour toi dans ce que tu fais de faire ce genre de rédaction-là pour des organismes versus, si j'ai envie de dire copywriting normal, puis là je mets des gros guillemets, c'est pas une mhm. normalité, mais juste c'est quoi pour toi les principales différences par rapport à ces deux milieux-là? Ouais, est-ce que tu veux dire dans la façon qu'on fait le copywriting ou OK. Oui, Euh, s'il te plaît. ouais, c'est ça. Parce que en termes, ben, d'abord, je pense que tu sais, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs principes de copywriting traditionnels, on va dire, Ouais. là, de vente traditionnelle.
qui s'applique aussi dans le domaine des causes sociales. Tu sais, la psychologie ne change pas du tout au tout d'un secteur à un autre, là. Ça, c'est la première chose. Mais La c'est-tu deuxième les mêmes chose, leviers, mettons, tu sais, où tu vas aller à ouais, motivationnel, en fait? ouais, c'est ça. Est-ce que les motivations sont les mêmes quand on achète, par exemple, une montre versus quand on fait un don, tu sais, par exemple? Mm. Ouais. Ben, en fait, tu sais, il y a plusieurs différences entre le copywriting des causes et le copywriting traditionnel. C'est une des différences, c'est entre autres au niveau du vocabulaire. Tu sais, il y a des certains vocabulaires, certains mots qu'on va retrouver dans le copywriting traditionnel qu'on retrouvera pas autant dans le monde des causes. Par exemple, euh, tu sais, tous les termes un peu comme offre exclusive, Mm. c'est ce genre de termes-là, c'est pas nécessairement des termes qu'on va retrouver beaucoup dans le monde des causes sociales, tu sais. Euh, Où est-ce que généralement ça va être quand même beaucoup plus, on va s'assurer que nos services soient le plus inclusifs, de servir la plus grande population possible, etc. Fait qu'on n'utilisera pas des termes comme offre exclusive, même si on s'adresse pas à tout le monde non plus. Ouais. Euh, c'est un exemple. L'objectif aussi est différent. Donc là, je parlais du vocabulaire, mais il y a aussi l'objectif. Tu sais. Donc, on parlait tout à l'heure que là, dans les deux cas, l'objectif, c'est de persuader une action précise, mais cette action diffère dans le sens où dans le monde des causes sociales, ça peut être de s'impliquer bénévolement. Ça peut Mm. être de faire un don. Là. Ça, c'est le classique ou autre. Tu sais. Donc, c'est des actions, des objectifs qu'on ne retrouverait pas nécessairement dans le copywriting classique. Puis, euh, il y a aussi dans la façon l'exercice qu'on doit faire en copywriting quand on est dans le monde des causes. Je parlais de persona tout à l'heure, tu sais. Il y a un exercice de double persona à faire quand on œuvre, par exemple, spécifiquement en philanthropie, là, pour aller recueillir des dons. Il y a un exercice de double persona à faire qu'on retrouve pas nécessairement dans le copywriting traditionnel. Ce que je veux dire par double persona, c'est qu'on doit réfléchir autant à qui est la personne à qui on va demander de faire un don et qui est la personne qui va bénéficier de ce don-là. Tu sais, donc, on doit Mm. plonger dans la tête et le cœur de ces deux personnes Ouais. et ça doit transparaître dans nos textes. Alors que quand on achète une montre, là, pour reprendre l'exemple tantôt, ben, c'est la personne qui va te donner l'argent pour acheter cette montre, c'est aussi la même personne qui va mettre la montre sur son poignet. Tu sais, donc, on se retrouve avec un seul persona dans ce cas-là précisément, par exemple. Tu sais. Mm. Euh, il y a toutes sortes de petites différences, nuances comme ça, euh, au niveau autant des objectifs, du vocabulaire, des processus. Puis pour ce qui est des leviers motivationnels, du fameux pourquoi, là, le pourquoi on passe à l'action, là, euh, ben, il y a plusieurs choses, tu sais, il y a plusieurs motivations, il y a plusieurs raisons, par exemple, pourquoi une personne fait un don. Je vais en nommer deux. Le premier, par exemple, c'est le plaisir de donner. Mm. Donc, quand on fait un don, on, on, on a un plaisir à faire ce don-là. Et ça a bien été étudié, puis il y a toutes sortes d'études là, qui en parlent de ce plaisir-là qu'on ressent dans le fait de faire un don monétaire ou un don de notre temps, ou etc. Un peu Donc, c'est comme pas quand juste on de offre un l'argent. cadeau. Ouais, c'est ça. Il y a Offrir un comme un. cadeau. Ça fait autant Exact. plaisir à celui qui donne qu'à celui qui reçoit, presque plus même. Mm. Ouais, parfois même plus encore ce plaisir-là de donner est vraiment très fort. Puis on peut s'en servir dans certaines campagnes. Tu sais, mettons, il y a un exemple que j'avais donné récemment qui était, c'était la Croix-Rouge qui s'en servait explicitement de ce plaisir-là de donner dans une de ses campagnes, qui avait dit, la campagne disait, faites-vous plaisir, donnez du sang. Donc là, Mm. c'était vraiment l'association entre le don et le plaisir. Donc des fois, cette association-là, elle est explicite puis d'autres fois, elle l'est pas. Mais il faut quand même le garder en tête quand on rédige. Il faut quand même garder en tête que c'est un des Ouais. bénéfices, c'est ce plaisir-là. Tu sais. Puis une deuxième motivation que je pourrais te donner, c'était, attends, là, je l'avais noté ici. C'était quoi dont je voulais te parler? Ah oui, c'était ça. C'était aussi le sentiment, parce qu'il y en a vraiment plusieurs motivations, mais une motivation aussi qui est très forte, c'est le sentiment d'avoir un impact, tu sais, de sentir qu'on Mm. contribue à quelque chose. C'est ce dont je te parlais là, tout à l'heure du pourquoi je me suis lancé moi-même à mon Ouais. compte, de sentir que je me sentais valorisé, tout ça. Ben,
Ça s'applique aussi là, auprès des personnes à qui on s'adresse, qu'on leur demande de donner de leur temps ou de faire un don, quoi que ce soit, de monétaire ou autre. Puis, par exemple, euh, mettons une fondation qui œuvre, une fondation hospitalière, par exemple, ben, on le voit que quand on fait un don, on peut par exemple se sentir impuissant par rapport à une maladie qu'on a, ou une maladie qu'un ou une proche a aussi. Puis en faisant un don, ça nous donne un sentiment d'empowerment, là, si je peux le dire Ouais. comme De ça, là, comme puissance, si... ouais. De quoi, pardon? De puissance aussi, Ouais, c'est on ça, se tu sais, sent de un petit peu sentir que plus. Mm. oui, on se sent pas impuissant ou impuissante face au temps, là, en tout cas, face à cette maladie. On se sent, ah, je contribue par exemple à la recherche pour qu'un jour il puisse y avoir un médicament ou quoi que ce soit, ou un vaccin contre cette maladie X ou Y. Donc, euh, c'est fort probablement, c'est aussi un deuxième levier motivationnel qui est très fort. Donc, tu sais, je te dirais, il y en a plusieurs autres, mais le plaisir, puis ce sentiment d'avoir un impact, ce sont deux leviers très importants. Puis, c'est important de les garder en tête, non seulement au moment où on demande de faire une action, mais aussi, par exemple, dans le cas d'avoir un impact, on va souvent le dire, de faire ensuite des courriels de suivi, de démontrer c'est quoi l'impact que les dons ont eu, le remerciement, tout ça, Mm. parce qu'on veut démontrer justement cet impact pour renforcer ce sentiment d'avoir eu un impact et aussi le plaisir d'avoir donné. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je pense aussi ben, je pense plus à l'exemple des publicités, par exemple, qu'on va voir à la télé ou, tu sais, des publicités, on va dire vidéo. Tu sais, on va souvent jouer justement pas jouer, mais démontrer justement excuse-moi, cet impact-là du don, qu'est-ce que ça apporte. Tu sais, je pense par exemple aux fameuses pubs de la Fondation Sainte-Justine. C'est là, on joue beaucoup sur le côté émotif, au niveau des enfants malades qui réussissent à avoir leur dernier traitement puis à sortir d'une maladie qu'on disait incurable. Fait on joue beaucoup aussi sur ça, sur cette émotion-là qu'on peut ressentir, de se sentir impuissant, puis de voir là le résultat. On se dit, ben crime, si je peux donner, ben peut-être qu'il y en a d'autres des petits-enfants qui vont guérir. Fait que t'as raison de... Je pense que ça doit être les plus forts, je pense, là. Fait c'est toi qui pourrais me le dire, mais je pense que, ouais, Ben, tu sais, je pense que c'est une des différences. Tu sais, on parlait de différence tout à l'heure entre le copywriting traditionnel puis le Ouais. copywriting d'impact ou dans le monde des causes sociales, c'est que euh, tu sais, dans le fond, on n'est pas, tu sais, quand je te disais double persona, c'est parce que quand on est pour parler, en copywriting traditionnel, on va souvent dire, parler des bénéfices des services que vous offrez, tu sais. Ouais. Mais justement, ces bénéfices-là sont directs, c'est-à-dire que si moi, j'achète un service X, je vais bénéficier de ces services-là, moi, directement. Quand je dis direct, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont sur le court terme ou d'emblée. C'est plus dans le sens que c'est moi directement qui vais en bénéficier. Il n'y a pas de Ouais. personne intermédiaire ou quoi que ce soit, là. C'est moi qui achète les services, c'est moi qui en bénéficie. Alors que dans le milieu des causes sociales ou plus précisément quand on demande, par exemple, de faire un don, ben, c'est un peu plus difficile, c'est un des défis parce que les bénéfices sont pas directs Mm. dans ce sens-là. Ce n'est pas moi qui va bénéficier nécessairement. Des fois, oui, mais pas nécessairement Mm. moi qui va bénéficier de ce don-là. C'est des répercussions de l'impact de ce don-là. Fait que il faut qu'on me communique ça a été quoi finalement cet impact-là auprès des personnes concernées pour que moi aussi j'en ressente d'autres types de bénéfices qui sont un peu plus indirects, si on veut, comme le plaisir, le sentiment d'avoir eu un impact et tout ça. Tu sais. Mais c'est quand même des bénéfices un petit peu plus indirects, si on veut, là. Ouais. Donc, ça rajoute un niveau de difficulté pour une personne qui est en copywriting dans le monde des causes sociales. Effectivement. Puis, tu sais, ce que je me demandais aussi en préparant l'entrevue, tu sais, je voulais te poser la question, est-ce qu'il y a des choses que on assume, nous, étant personnes qui n'œuvrent pas directement auprès des organismes, qu'est-ce qu'on assume de ce monde-là, des causes sociales? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rétablir pour rétablir les perceptions ou les pensées par rapport à ce milieu-là? Euh, Par rapport au marketing précisément ou plus de manière générale ou comment tu voyais Comme tu le ça? sens de manière générale, je OK. pense, j'ai envie de te dire. Euh, J'essaie de penser.
Tu sais, y a-tu des choses que tu essaies de... que c'est un peu ton cheval de bataille de défendre ou de dire comme voici comment ça se passe vraiment ou... Ouais, mais tu sais, moi je te dirais, j'ai plusieurs chevaux de bataille qui sont Ouais. plus, je te dirais, pour défaire certaines croyances auprès de ma principale clientèle cible, qui est vraiment auprès des OBNL et fondations, tu sais. Donc OK. c'est moins par rapport à, mettons, comment est-ce que les OBNL et fondations peuvent être perçus. Je pense à certaines choses, mais tu sais, euh, ça fait moins partie de mes chevaux de bataille en tant que tel. Mhm. Euh, Ben, veux-tu nous parler je- de l'autre ben, côté de la médaille à ce moment-là? je pense peut-être une chose. Je vais parler des deux côtés. Je vais mentionner rapidement d'un point de vue du grand public. Une fausse croyance, je pense que j'aimerais défaire, c'est, puis on en parlait un petit peu là, avant l'épisode d'aujourd'hui. Euh, des fois, on souhaite vraiment s'assurer que notre don contribue directement à une Hmm. cause précisément. Tu sais, qui va être, par exemple, de se dire, bon, si je fais ce don-là, il y aura pas ou très, 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 très peu de frais administratifs. Tu sais. Ouais. Comme si les frais administratifs étaient l'ennemi juré et comme s'ils ne contribuaient pas à la cause. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, bon, c'est sûr que si les frais administratifs sont 99% du don, là, on se pose des questions, on s'entend, là. Ouais, on est Mais loin de quand l'impact, même, ouais. d'avoir un certain pourcentage de frais administratifs, c'est-à-dire au fonctionnement de l'organisation qui gère ces dons-là, qui engage du monde, qui offre des services, qui a toutes sortes de choses à faire pour pouvoir vraiment s'assurer d'avoir un impact. Et c'est sûr qu'il faut un budget de fonctionnement. Puis ça, je pense que c'est un cheval de bataille super important pour les OBNL et fondations, c'est de vraiment avoir un budget de fonctionnement, de ne plus avoir de budget juste par projet. Elles reçoivent beaucoup des budgets juste, des enveloppes budgétaires pour un projet particulier. Mettons, là, Hmm. je parle, mettons, d'une enveloppe là, qui peut venir d'une organisation gouvernementale ou autre. Euh, Puis c'est juste pour le projet uniquement, puis c'est de plus en plus difficile d'avoir du financement pour le fonctionnement. Fait que ça serait une chose. Hmm. Sinon, un cheval de bataille que j'ai par rapport aux organisations et fondations pour vraiment contribuer à développer, euh, comment dire, pour vraiment maîtriser la rédaction persuasive, puis communiquer vraiment avec plus d'impact, puis s'assurer de vraiment augmenter ses dons et son impact pour les causes, pour la cause qu'elle porte et tout ça. Euh, c'est entre autres, je dirais, il y a plusieurs choses, mais c'est entre autres, j'hésite entre deux, c'est pour ça. Je te dirais entre autres, euh, ben, entre autres, ça serait de communiquer avec plus d'émotion. Ça, c'est une chose. Tu sais, il y a beaucoup d'organisations qui donnent de plus en plus d'informations, qui veulent Hmm. toujours donner plus d'infos, tu sais, en se disant, ben, si on contribue pas à notre cause, parce que notre cause est méconnue. Alors que selon moi, c'est principalement, c'est pas à coup de plus d'infos, mais c'est à coup de plus d'émotions qu'elles vont pouvoir vraiment créer cette connexion, puis vraiment s'assurer que leur personne contribue à leur cause. Tu sais. Fait que ça, je te dirais que c'est une chose. Puis là, j'en avais un deuxième, puis je me souviens plus. Je me Il s'est souviens plus. Ah oui, perdu. je me Oui, souviens, OK. c'est quoi? C'est que beaucoup d'organisations vont. Ça, c'est pas juste des organisations. On est plusieurs freelances aussi à faire ça. On hésite à parler du problème quand on va rédiger, on va hésiter à parler du problème qu'on résout en se disant que ça pourrait être perçu de manière un peu négative de parler du problème ou quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'organisations que j'accompagne qui vont dire non, mais Charles, skip un peu la portion problème, puis on va d'emblée parler de la solution qu'on offre, puis de l'impact, à quel point on a de l'impact, puis à quel point c'est incroyable. Puis moi, j'aurais tendance à dire oui, parlez de la solution que vous apportez, parlez de l'impact, mais ne sautez pas l'étape de parler du problème. C'est à la base, c'est la raison d'être. S'il n'y avait pas de problème, vous n'existeriez pas. Puis il Hmm. faut pas faut pas amener le grand public à devoir, ou les personnes à qui vous adressez, je devrais dire, à devoir deviner le problème que vous êtes en train de résoudre. Tu sais. Donc c'est vraiment, c'est de le mentionner explicitement, puis de pas avoir peur que ce soit perçu comme quelque chose de négatif parce qu'on parle du problème. Tu sais. Fait que, tu sais, comme par exemple, tu voudrais dire d'aborder de manière très directe, par exemple, le problème d'itinérance à Montréal ou dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, puis d'en parler au lieu de juste dire on a des services
alimentaire ou d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance, par exemple? Ce serait ça, ce serait de faire comprendre, puis peut-être même ressentir aussi, idéalement, c'est quoi L'ampleur, ouais. exactement, c'est quoi, puis pas juste l'ampleur du phénomène social, donc vraiment Mhm. d'aborder l'itinérance comme phénomène, mais de vraiment se mettre dans la peau d'une personne qui est en situation d'itinérance, puis de voir c'est quoi, qu'est-ce qu'elle vit, c'est quoi les défis qu'elle rencontre, puis de les communiquer, ces défis-là. Donc, de pas juste donner des statistiques sur, voilà, il y a tant de personnes qui Ouais. sont en situation d'itinérance, par exemple, à Montréal, puis voilà, donc, les solutions qu'on apporte. Fait que, tu sais, Mm. souvent, c'est ça, les organisations vont juste nommer une statistique pour aborder le problème, puis d'emblée vont passer à la solution, mais c'est pas suffisant. Mm. Il faut vraiment, faut plonger dans ce problème-là que vous êtes en train de résoudre, parce que c'est seulement en l'abordant qu'on va vraiment comprendre à quel point votre organisation est importante, tu sais, puis à quel point elle fait une différence, c'est en comprenant Mm. bien le problème, puis tous les défis, et tous les défis que ça peut amener, là. Ouais, c'est vraiment un excellent point. C'est vrai que des fois, on se contente juste de dire voici le taux d'incidence de telle chose dans la société, voici ce qu'on fait pour aider, puis c'est moins, ça vient moins nous chercher, tu sais, on veut voir le vrai visage de la problématique si on veut la comprendre. Ouais, ouais, c'est un Ouais, excellent exactement. point. Puis, des fois, c'est juste parce qu'on sait pas que, par exemple, ça serait important d'en parler ou quoi que ce soit. Mais d'autres fois, c'est vraiment, justement, ce que je vois souvent aussi, c'est des fois, c'est un malaise de l'aborder. Hum, C'est d'aborder le problème. Tu sais, il y a comme quelque chose, on nous a, on nous a beaucoup, hein, en tout cas, encore une fois, je vais parler pour moi, tu sais, il y a beaucoup, j'ai souvent entendu au cours de ma vie, parle-moi pas du problème, tu sais, apporte-moi une solution. Tu sais, on l'entend souvent comme si parler du problème, c'était pas déjà une première étape importante. Tu sais. On l'entend des fois souvent dans le milieu de travail, c'est comme OK, mais là, tu nous apportes une solution parce que là, tout ce que j'entends, c'est le problème. Mais hum, c'est des fois, ça vaut la peine de vraiment se dire, parlons-en du problème, puis parlons-en en long et en large pour qu'on vraiment on le comprenne bien, puis qu'on s'assure que quand on apporte une solution, qu'elle soit vraiment, tu sais, alignée ouais. avec le problème. C'est un peu la même chose dans les textes qu'on rédige. Il faut vraiment aborder le problème en long et en large, euh, Même si c'est inconfortable, tu sais, dans certains même si cas, c'est là. inconfortable. Ouais. Ouais. Hum. C'est un bon point. Puis là, ce que j'ai envie de te poser comme question, ça concerne un petit peu moins l'univers direct des causes sociales. J'ai envie de parler aux copywriters, savoir s'il y a des choses ou des trucs que tu vois, des conseils que tu aimerais donner pour justement être capable de créer cette connexion-là, faire passer des émotions. Tu sais, je pense que c'est ce que tu es amené à faire dans ton quotidien. As-tu des conseils à donner aux solopreneurs, aux freelancers qui voudraient améliorer leur com, avoir plus d'impact? Oui, ben, c'est sûr, tu sais, pour en avoir plusieurs, mais je pense que à la base de la base, là, je pense que toute part, tu sais, on en parle souvent, tu sais, de bien connaître son persona, etc. Tu sais, Ouais. j'irais peut-être pas là parce que c'est comme trop un classique, mais en Les gens même vont rouler temps, les yeux, là, sinon. c'est ça. Puis c'est plate parce que moi aussi, C'est maintenant, vrai, je roule mais c'est les plat. yeux, mais Ouais. c'est que l'affaire, c'est que tout part de là, tu sais. Mm. Puis ça m'amène en fait à mon principal conseil, c'est vraiment de vraiment connaître sur le bout des doigts le problème qu'on résout, la solution qu'on offre, les bénéfices qu'on apporte à travers cette solution, à travers nos services, l'action qui est demandée justement aux personnes à qui on s'adresse, c'est quoi leurs principales objections ou peurs qui pourraient les empêcher de faire cette action-là. Objections, peurs ou fausses croyances. Mhm. C'est at the end of the day, là, si on était pour résumer le copywriting, là, c'est très, très genre, je pourrais me faire lancer quelques flèches si je disais que le copywriting se résume à ça. C'est pas du tout le cas, là. Mais Si c'est on quand même quelque simplifie, chose, ouais. ouais, c'est ça, qui est quand même au fondement du copywriting. Le copywriting est beaucoup plus que ça. Mais à la base, il y a beaucoup de réflexions sur problèmes, solutions, bénéfices ou impacts. On peut l'appeler autrement. L'action, puis c'est quoi les objections, fausses croyances ou autres qui font en sorte qu'on ne fait pas cette action-là. C'est Mm. puis c'est pour ça que je parlais de persona. On peut l'appeler autrement, on n'a pas besoin de l'appeler persona, mais c'est juste de dire qu'on doit faire nos devoirs, de vraiment les connaître. Euh, c'est quoi les désirs, c'est quoi les besoins, c'est quoi les problèmes qui sont vécus, pour vraiment pouvoir bien les communiquer. Puis ça, ben, oui, tu sais, on va entendre des fois, genre, aller en ligne, aller lire, genre, des avis, tout ça sur certains produits, services.
mais ça s'applique pas nécessairement toujours à nous freelance. Nous freelance, souvent la technique la plus classique, c'est on prend le téléphone ou en visioconférence, puis on parle aux personnes à qui on s'adresse là. Mm. Euh, fait On que, pose des questions, plein de questions. on pose plein de questions. Ouais, vraiment. Puis y a-t-il des choses que tu es tannée de lire? Parce qu'évidemment, tu sais, ton métier s'adresse beaucoup aux écrits. Y a-t-il des choses que, mettons, t'es tannée de lire que, mettons, beaucoup de freelance ou tu sais, solopreneurs vont utiliser comme... Tu sais, Ouais. tantôt on a parlé du fameux changer le monde. Tu sais, y a-t-il des choses comme ça qui t'irritent un petit peu plus comme composition? Euh, Ouais, ben, pour l'expression changer le monde, tu sais, c'est une expression que je vois souvent qui est utilisée dans le monde des causes sociales par des OBNL, fondations ou autres. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal avec cette expression-là parce que l'intention est louable. Moi, c'est plus d'un point de vue de persuasion. C'est pas l'expression la plus persuasive. C'est C'est pas assez parce que spécifique pour c'est revenir pas assez à ton spécifique. conseil. C'est ça, exact. C'est pas assez précis euh, pour revenir, comme tu dis, au conseil là, de départ. Puis la deuxième chose aussi, c'est que c'était surentendu là. C'est comme Mhm. trop, on l'entend trop. Maintenant, ça a comme plus autant d'impact. Euh, mais je dirais sinon, pour sortir, mettons, du milieu des courses sociales, ce que je vois souvent chez plusieurs freelances, c'est moi, je passe une bonne partie de ma vie sur LinkedIn. Ce que je vois souvent dans les taglines, là, dans les titres professionnels, par exemple, je vois beaucoup de, je vois beaucoup de descriptifs, de façons de se décrire, de décrire son activité qui sont trop peut-être généralistes, trop floues. Tu sais, par exemple, j'en vois, mais donner un exemple, dans le domaine de la rédaction, je vois beaucoup de titres qui vont être du genre, puis moi aussi, en passant, là, j'ai fait ça là, pendant un bon bout de temps, là, donc c'est pas du tout que j'envoie une pointe, là, je m'inclus là-dedans, j'ai fait aussi un bout de temps quand je me suis lancé à mon compte, mais qui était d'avoir des généralités dans le style j'augmente votre visibilité avec mes mots, par exemple, ou Mm. tu sais, il y en a où j'augmente vos revenus avec ma rédaction, des trucs comme ça, ou je ne sais trop, tu sais. C'est correct, tu sais, dans le sens où on parle quand même d'un bénéfice, on dit quand même ce qu'on apporte, augmenter la visibilité, augmenter les revenus, mais c'est quand même un peu trop flou, tu sais, c'est pas assez précis. Puis, mettons, dans mon cas, si je prends par exemple le descriptif que j'ai en ce moment sur LinkedIn, c'est j'écris pour des causes. Fait qu'on pourrait dire, ben là, ça c'est pas genre full précis. C'est vrai que ça, en soi, Quand même. c'est pas suffisant. J'écris pour des causes, c'est un peu spécifique parce qu'on comprend au moins ce que je fais, on comprend que j'œuvre dans le domaine des causes, puis moi, c'est une de mes spécificités, fait que c'est sûr que je joue là-dessus, tu sais, Ouais. pour que le monde qui œuvre dans le monde des causes sache que s'ils ont besoin de rédaction, vont m'associer directement à la rédaction pour des causes. Fait que c'est pour ça que j'ai quelque chose comme j'écris pour des causes, mais c'est pas assez précis, puis surtout, je communique pas là-dedans, c'est quoi le bénéfice que j'apporte. Fait que Ouais. je poursuis après en disant le copywriter qui va en finir avec l'indifférence. Fait que là, je viens de préciser un peu plus, c'est quoi, si tu travailles avec moi, tu vas te débarrasser de l'indifférence. Puis si tu en vas ensuite sur ma page de vente, tu vois que ça va contribuer à augmenter tes dons, tu sais. En te débarrassant de l'indifférence, tu vas aussi pouvoir augmenter tes dons, etc., etc. Puis encore une fois, dans la tagline, je précise avec qui je travaille. J'écris pour OBNL, Fondation Entreprise d'Impact, etc. Même si j'offre aussi du coaching à des freelances de temps en temps. Tout ça pour dire, euh, je pense que ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à les spécificités. Ça demande toute une réflexion, puis il y a différentes façons de spécifier ce qu'on offre. Tu sais. Je pense que c'est de réfléchir, entre autres, à qui on s'adresse, c'est quoi les services qu'on offre. Comme moi, mettons, c'était rédaction, après c'est passé, c'était traduction, rédaction, après c'est passé à rédaction, après c'est passé à rédaction persuasive, copywriting, puis là même, j'ai même précisé les formats. Ouais. Je fais des campagnes, des pages web, puis des histoires d'impact principalement. Donc, moi, tu sais, mettons, j'ai choisi le monde des causes. C'est large, mais j'aurais pu en choisir juste une. J'ai choisi Mm. d'être quand même plus large. J'ai précisé au niveau de à qui je m'adresse dans le monde des causes, parce que ça peut comprendre plein de monde. J'ai précisé que c'était pour les OBNL Fondation. Puis après, c'est de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on apporte, puis de vraiment être précis dans ce qu'on apporte dans nos services. Euh, Ça pour dire, si j'avais une chose que je recommanderais, c'est vraiment d'être, de réfléchir le plus possible à être précis dans tout ça, le qui, le quoi, le pourquoi, etc. Là. Ouais.
C'est tellement difficile comme réflexion pour bien des entrepreneurs parce que Ouais. tu sais, la première pensée qu'on va avoir, c'est je peux aider tout le monde. Tu sais, c'est comme le premier truc des fois qu'on se dit ah ben tu sais, surtout quand on se lance, tu l'as dit au début, tu sais, on a vraiment très large. Je pense que tous les entrepreneurs que je connais ont fait ça dès le départ. Là, tu sais, comme même moi là, la première fois, qui tu peux aider? Ben moi, je peux aider un tel qui a besoin de faire son projet de site web. Je vais l'aider, je vais gérer son projet, je vais faire ci. Tu sais, je me suis ramassée à faire tellement de tâches différentes que, mais comme tu dis, ça m'a permis. Tu sais, je referais la même chose aussi parce que j'ai compris qu'est-ce que j'aimais pas, où était ma véritable zone de génie, puis où c'était comme, oh, tu sais, je peux te le faire, mais garde, tu sais, demande-moi-en pas trop, c'est pas mon carré de sable habituel. Fait que d'apprendre de ça, c'est bon, mais t'as raison que après ça, plus ça se peaufine, plus on apprend de ça, puis plus on apprend à mettre des mots sur qu'est-ce qu'on fait. Puis Mhm. ça, c'est pas évident pour tout le monde. Là. Tu sais, même moi, tu parlais la, de la tagline sur LinkedIn. Pour vrai, c'est comme... Il y a tellement pas assez de caractères. Des fois que t'es comme, OK, comment je peux être concise, précise, puis en même temps susciter une bribe de curiosité pour en apprendre davantage. C'est tout un défi. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui existent pour nous aider. Ben, je pense entre autres, tu sais, tout à l'heure, je disais que la spécificité contribue à la persuasion, puis je pense entre autres qu'il y a un élément différenciateur, parce que c'est sûr que plus on précise ce qu'on fait, plus on est spécifique, ça Mhm. contribue à la différenciation. Puis c'est pour Oui. ça que je disais que ça contribue au positionnement, parce que Mm. différenciation, ça veut dire d'être différent, d'avoir quelque chose de différent à offrir, et donc de se positionner, d'être reconnu, d'être top of mind, etc. Ça contribue à plein d'affaires, mais tout ça part de quelque chose de spécifique. Mm. Puis tout à l'heure, quand je parlais de nicher, c'est que pour moi, il y a quelque chose de différent entre être spécifique dans ce qu'on fait puis être niché. Puis la Tout à fait. principale Ouais. différence, c'est que tu peux avoir plusieurs niches. Tu peux avoir la niche 1, 2, 3. Et dans chacune de ces niches-là, il faut être ultra spécifique puis précis dans ce qu'on offre, à qui on s'adresse, etc. Donc, ça n'empêche pas qu'on doit être super spécifique, mais on peut ratisser plus large après en développant différentes niches. Par exemple, moi, j'offre maintenant un autre service qui est aussi un service d'écriture inclusive qui n'a rien à voir avec le copywriting. Puis, j'ai décidé de le lancer parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, j'ai lancé ça. Je me suis pas dit, oh non, moi, je suis juste niché copywriting, je peux pas aller dans l'écriture inclusive. Je me suis lancé aussi dans l'écriture inclusive. Mais quand je communique là-dessus, je m'assure que ce soit vraiment très, très précis, très spécifique Mhm. dans tout ce dont je parle. Je disais problème, solution, bénéfice, etc. Tout ça doit être ultra spécifique, là. Ouais. Hmm. Ça fait beaucoup de sens. Puis j'ai le goût de te demander, c'est quoi ta vision d'avenir pour ton entreprise, les mots pour la cause? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que là, tu as parlé, tu nous as un petit peu spoilé sur une formation qui s'en vient. Y Ouais. a-t-il d'autres éléments Ben qui oui, s'en en viennent? fait, je te dirais deux choses. La première, c'est d'un point de vue personnel. Je veux je veux apprendre à avoir encore plus de plaisir Hmm. dans ma business, de trouver l'équilibre et d'y trouver la définition, le sens de ce que ça veut dire pour moi. Donc, je pense que, tu sais, j'ai beaucoup d'objectifs comme ça, un peu plus personnels dans le sens de, Ouais. par rapport toujours à ma business, mais qui moi, m'affectent comme personne. Euh, Puis sinon, le deuxième objectif que j'ai vraiment pour le développement de mon entreprise en tant que telle, mon objectif, c'est de construire un continuum de services. Tu sais, il y en a qui vont parler d'échelle ou peu importe, là. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, en ce moment, j'ai un service de copywriting, qui est mon service principal, qui s'adresse juste aux organisations. J'ai un service de coaching qui s'adresse aux organisations et aux freelance. Et là, je suis en train de développer d'autres services qui vont venir se greffer à ça pour construire un continuum ou une échelle. Puis les services qui vont venir se greffer à ça, c'est entre autres une formation en copywriting, puis aussi des mini-produits, des mini-offres, des plus petites offres là, à petit prix, etc., qui ne demandent pas beaucoup d'argent ou de temps, euh, toujours liées au copywriting. Donc, ça pourrait Mhm. être des produits en ligne, Pour peut-être répondre des à une ateliers, des workshops problématique, c'est ça, précise. ultra précis, tu sais, de vraiment pouvoir avoir du fun, d'aller sur quelque chose de ultra, ultra précis, le genre de questions qui me font triper. Hmm. Fait que c'est ça.
Ouais. Très cool. Puis en terminant, ben, j'ai envie de t'inviter à nous partager un outil. Tantôt, tu as parlé de 12 mini-trucs, c'était pas anodin. Je pense que c'est ce que tu voudrais peut-être proposer à ceux qui nous ont écoutés puis qui veulent en apprendre plus sur ton univers puis ta vision du copywriting. Ouais, c'est ça. Ben, pour les personnes qui veulent justement apprendre à persuader avec les mots, découvrir des techniques de copywriting, puis voir comment ça peut contribuer à une cause ou autre, là, ben en fait, je propose 46 minutes trucs et 26 exemples de campagnes. Donc, c'est des campagnes qui sont liées aux causes sociales. Puis c'est vraiment là, ça se digère très bien, là. C'est très, 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 très court. Donc, ça se trouve là, sur mon site. Mais sinon, moi, j'envoie aussi, à travers mon infolette, j'envoie un truc de copywriting par mois. J'aimerais ça augmenter la cadence, mais en ce moment, je le fais Le pas temps, encore. ouais. Pas le temps ou l'envie. Hmm. Mais c'est ça. Je dirais que ce serait ça de mon côté. Puis sinon, en termes de ressources autres, il y a, tu sais, il y en a tellement. Il y a tellement de personnes qui offrent toutes sortes de ressources. Moi, je m'abreuve beaucoup là, du côté de LinkedIn. Il y a énormément de ressources là, de ressources gratuites, énormément aussi de coaching. Tu sais, moi, j'aurais tendance à dire, tu sais, à un moment donné, de lire, c'est une chose, mais je trouve que le coaching, pour moi, c'est un service que je trouve intéressant parce que ça permet vraiment à une personne de développer ses compétences en copywriting. Puis, je suis pas le seul à l'offrir, là. Il y a plusieurs autres copywriters qui offrent des services de coaching à des freelances aussi, mais qui permettent de vraiment avoir un retour précis sur un texte Ouais. qu'on a rédigé. Puis à ce moment-là, c'est des conseils vraiment personnalisés, puis de voir qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour contribuer à développer une connexion avec la personne qui t'adresse, pour qu'elle fasse l'action que tu souhaites qu'elle fasse, idéalement. Euh, puis vraiment, ben c'est ça, renforcer La la fameuse persuasion de notre texte, dans le fond. rétroaction, ben oui, c'est ça, Ouais, ça fait c'est toute ça. la différence. Mm. Fait que, ouais, je pense que c'est quelque chose. On parle beaucoup des formations, puis les formations, tu sais, des fois, ça peut être un peu long, puis assez exhaustif. Mais je Ouais. trouve que le coaching, puis moi-même, je me fais coacher aussi, là. Donc, puis c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de faire toute ma vie, Mm. parce que on apprend beaucoup avec cette formule-là, je trouve. Vraiment. Donc, tu nous en as parlé un petit peu, mais j'imagine que le meilleur canal pour te rejoindre, c'est LinkedIn pour suivre Oui. tes réflexions. Parfait. Fait que je vais mettre tous les Ouais, liens dans les notes de l'épisode, des outils dont tu as parlé, puis le lien pour rejoindre ton LinkedIn, puis aller lire tes publications. Fait qu'un gros merci. génial. Un gros merci, Merci à toi, Charles. Mélanie. C'était super intéressant. Bye tout Merci le encore de monde. l'invitation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Bye. Bye bye tout le monde.